Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Toujours aussi content de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. C'est le 13 janvier prochain qu'aura lieu l'élection présidentielle taïwanaise. Ce jour-là seront élus le président et le vice-président de la République de Chine, pour utiliser le nom officiel de cet État insulaire, de facto indépendant depuis 1949. Le même jour auront aussi lieu les élections législatives. Un processus de primaire et de nomination présidentielle s'est étalé durant les 6 derniers mois. La présidente sortante, Madame Tsai Ing-wen, du Parti progressiste démocrate, a été élue en 2016, puis réélue en 2020, sous l'étiquette de son parti, donc le DPP. Elle ne pouvait pas se représenter en 2024, la révision constitutionnelle de 2005 ayant gardé la limite à un maximum de 2 mandats présidentiels. Âgée de 67 ans aujourd'hui, Madame Tsai Ing-wen est une dirigeante exceptionnelle. Elle est aussi la seule femme chef d'État en Asie. Par son sérieux et son style plutôt sobre, c'est, comment dirais-je, l'Angela Merkel de l'Extrême-Orient. C'est grâce à ses propres mérites qu'elle s'est hissée jusqu'à la magistrature suprême en 2016. Elle n'est ni la fille, ni la veuve d'un ancien président, contrairement à d'autres dirigeantes asiatiques, par exemple au Pakistan, à Sri Lanka, en Inde, au Bangladesh, aux Philippines ou encore en Birmanie. Dans l'histoire de Taïwan, cette professeure de droit est la première femme à avoir été élue présidente de la République. Elle est le 7e président de la République de Chine, Taïwan, et le second président de son parti, le Parti démocratique progressiste, qui est un parti, rappelons-le, indépendantiste. Elle est aussi le premier président de Taïwan à avoir des origines aborigènes, puisque l'une de ses grands-mères appartenait à l'ethnie Paiwan. Tsai Ing-wen est aussi le premier président célibataire et le premier à n'avoir jamais occupé de fonction élective avant d'avoir été élu président. Avant de remporter l'élection présidentielle de 2016, elle avait été la candidate malheureuse du DPP à l'élection présidentielle de 2012. Enfin, le pays qu'elle dirige est une véritable démocratie, un modèle pour bien des pays d'Asie. Taïwan est aussi un bel exemple pour tous les pays en voie de développement, puisque cette île sans grandes ressources naturelles est devenue, en un demi-siècle, un pays développé à l'économie florissante, à la pointe des nouvelles technologies. La crise de Hong Kong avait certainement facilité la réélection de Madame Tsai Ing-wen pour un second mandat. Cette crise et la dure répression qui s'en est suivie a apporté la preuve aux Taïwanais que la notion de « un pays, deux systèmes » était un leurre dangereux et qu'en cas de réunification avec la Chine continentale, la démocratie taïwanaise ne survivrait pas. Les Taïwanais semblent être toujours plus insensibles à chaque élection au chant des sirènes pékinoises en faveur de la réunification de la mère patrie. Les électeurs taïwanais ont prouvé à chaque élection qu'ils chérissaient leur système démocratique. Pourtant, à chaque élection, Pékin fait tout pour influencer les électeurs taïwanais par le biais de fake news, d'agents d'influence divers et variés sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais aussi par l'intimidation armée. Durant ces 2 mandats de 4 ans, la présidente a beaucoup fait pour promouvoir une économie verte, n'hésitant pas à s'engager à faire sortir Taïwan du nucléaire. Elle s'est aussi investie dans la protection des minorités et la promotion des droits des peuples aborigènes. Avant son arrivée au pouvoir, la seule langue nationale reconnue était le mandarin. Sous son administration, d'autres langues ont été reconnues comme langue nationale. Ces langues sont les suivantes:
le mandarin, le Hokkien taïwanais, un langage originaire de la province de Fujian, juste en face de Taïwan, et qui est la langue maternelle de 70% de la population de Taïwan. Le Hakka, une langue parlée dans le sud de la Chine, à Hong Kong, à Macao et dans les communautés chinoises d'outre-mer. Et aussi 16 langues indigènes formosanes, la langue des signes de Taïwan, ainsi que le dialecte Matsu, qui est parlé dans les îles Matsu, toutes proches du continent chinois. Ces îles, au nombre de 36, forment un archipel de la mer de Chine orientale situé tout près du littoral de la Chine continentale. Les forces du Kuomintang étaient parvenues à les maintenir sous leur autorité après la victoire communiste de 1949. Depuis l'instauration d'une véritable démocratie dans la grande île de Taïwan, chaque élection présidentielle et législative se déroule dans un climat de tension accrue avec Pékin. Dans le cadre de la politique d'une seule Chine, la République populaire de Chine considère en effet Taïwan comme sa 23e province. La plupart des pays du monde reconnaissent le principe d'une seule Chine de Pékin en raison de l'importance économique croissante de la Chine populaire et des pressions qu'elle exerce pour isoler Taïwan sur la scène internationale. Ces pressions ont entraîné, par exemple, l'exclusion de Taïwan de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui a posé des problèmes sérieux lors de crises sanitaires mondiales comme celle du SRAS en 2003 ou de la Covid-19 en 2020. Le nombre de pays ayant des relations diplomatiques avec Taïwan diminue chaque année. En Afrique, seul le royaume d'Eswatini, c'est-à-dire le Swaziland, a courageusement résisté aux pressions de Pékin en maintenant des relations avec Taipei. Aujourd'hui, seuls 12 sur les 193 États membres que compte l'Organisation des Nations Unies, plus le Vatican bien sûr, ont des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Le principal de ces pays est sans conteste le Paraguay, où Mme Tsai Ing-wen s'est récemment rendue afin d'assister à l'investiture du nouveau président de ce pays d'Amérique du Sud. Cependant, en pratique, la plupart des pays, y compris la République populaire de Chine, ont maintenu ou établi des relations diplomatiques officieuses avec Taïwan, certains par le biais de bureaux de représentation faisant office de consulat. C'est le cas de la France en particulier. Il est possible de mettre en doute la revendication chinoise sur Taïwan. En matière de relations internationales, Taïwan est un cas unique et paradoxal. Cette grande île de 35 000 km², près de 4 fois la taille de la Corse, compte plus de 23 millions d'habitants. Elle est située en mer de Chine et est séparée de la Chine continentale par le détroit de Taïwan, dont la largeur, à l'endroit le plus étroit, n'est que de 130 km. À l'origine peuplée par des aborigènes, qui de nos jours ne représentent plus que 2% de la population, l'île a reçu, à partir du XVIIe siècle seulement, plusieurs vagues de peuplement Han, c'est-à-dire chinois, venus du continent. Il est donc faux d'affirmer, comme le fait Pékin, que Taïwan a toujours fait partie de la Chine. De 1894 à 1945, elle a été colonisée par le Japon. 4 ans après la capitulation japonaise, le gouvernement chinois de Chiang Kai-shek s'y réfugia après la victoire des troupes communistes de Mao Tse-tung en Chine continentale. Durant tout le XXe siècle, Taïwan n'a donc été une province chinoise que pendant 4 années seulement. Et encore, il s'agissait durant cet interlude chinois de la Chine nationaliste et non de la Chine populaire qui, elle, n'a jamais eu le contrôle de l'île depuis sa fondation en 1949. Tout cela devrait donc relativiser quelque peu la prétention de la République populaire de Chine à considérer Taïwan comme une province renégate, qu'il serait légitime de récupérer de gré ou de force. Jusqu'à aujourd'hui, le nom officiel de Taïwan est toujours République de Chine. Longtemps, le gouvernement insulaire a en effet prétendu être le gouvernement légitime de toute la Chine.
Mais tout au long de la guerre froide et de l'après-guerre froide, ses alliés l'ont peu à peu abandonné, préférant reconnaître la République populaire de Chine, de plus en plus puissante, politiquement et économiquement. Depuis la mort du généralissime Chiang Kai-shek en 1975 et celle de son fils et successeur Chiang Ching-kuo en 1988, l'idée d'une reconquête du continent a été complètement abandonnée. C'est d'ailleurs en 1988 que Taïwan a élu son premier président natif de l'île, Lee Teng-hui, l'homme qui a permis à Taïwan de devenir une démocratie exemplaire. La dimension économique du problème géopolitique posé par Taïwan doit aussi être prise en compte. L'économie taïwanaise est de première classe et elle dépasse largement le poids de l'île au niveau mondial. Le PIB de Taïwan s'élève à 786 milliards de dollars, l'équivalent de celui d'un pays comme la Turquie, alors que la population de ce pays est 4 fois plus élevée que celle de Taïwan. L'industrie taïwanaise domine le marché des semi-conducteurs et des microprocesseurs, et c'est elle qui en fournit pour presque tous les équipements militaires avancés à travers le monde. Ordinateurs, avions de chasse, systèmes de défense antiaériens, etc. 92% des semi-conducteurs et des microprocesseurs vendus dans le monde sont produits à Taïwan, dans de nombreuses usines à la technologie de pointe. Presque toutes ces usines appartiennent à une seule et même compagnie taïwanaise, TSMC, qui est certainement devenue la compagnie la plus puissante au monde. Sa valeur dépasse 540 milliards de dollars, ce qui en fait la 10e corporation mondiale. Cette valeur dépasse le PNB de la plupart des États du monde. Elle est devenue indispensable, tant pour la République populaire de Chine que pour les USA. L'industrie militaire US est largement dépendante de TSMC. Une éventuelle conquête de Taïwan assurerait la domination mondiale de la République populaire de Chine. Ce pays représente 60% des besoins mondiaux en semi-conducteurs et en microprocesseurs, et la majorité est importée ou fabriquée sur place par des fournisseurs étrangers. Dans ce domaine, Taïwan est un fournisseur essentiel de la République populaire de Chine. En cas d'invasion de l'île, le risque serait donc grand que tout ou partie de ces usines ne soit détruite durant les combats ou du fait d'éventuels sabotages taïwanais. TSMC dispose également d'usines en République populaire de Chine et aux États-Unis, mais les produits les plus avancés technologiquement sont uniquement fabriqués dans l'île. L'industrie des semi-conducteurs et des microprocesseurs constitue donc, pour Taïwan, un véritable bouclier. C'est toute l'économie mondiale qui serait mise à mal en cas d'invasion chinoise. Comme je l'ai déjà dit, le régime communiste chinois utilise tous les moyens à sa disposition pour interférer dans le processus démocratique et pour influencer les électeurs insulaires. L'idée même d'avoir des élections libres et multipartites est tout simplement intolérable aux dirigeants du Parti communiste chinois, parti unique au pouvoir depuis 1949. Sait-on jamais, le mauvais exemple taïwanais pourrait donner des idées subversives au peuple chinois. Des idées de liberté et de démocratie, par exemple. Cette tension entre les deux rives du détroit n'a jamais réellement baissé depuis la visite effectuée par Mme Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, le 2 août 2022. En se rendant à Taïwan et en y rencontrant la présidente Tsai Ing-wen, elle devenait le plus haut responsable politique états-unien à se rendre sur l'île en 25 ans. Mais à l'approche de ces élections du 13 janvier, la tension dans le détroit qui sépare l'île du continent est encore montée d'un cran. Durant les semaines de campagne électorale, le président chinois Xi Jinping a été on ne peut plus clair. La réunification de la mère patrie est l'objectif prioritaire du régime de Pékin, et cette réunification pourra se faire par des moyens pacifiques, mais si ces derniers devaient échouer, elle se fera par la force. La pression militaire sur Taïwan est allée crescendo, avec des manœuvres aéronavales au large de Taïwan
et une multiplication de violations de l'espace Hades par des chasseurs et des bombardiers chinois. Alors Hades, c'est le sigle anglophone de ce qui est appelé en français zone d'identification de défense aérienne et c'est donc l'espace aérien d'un pays, mais un peu plus. Et dans le cas de Taïwan, c'est toute la zone maritime autour de Taïwan. La réunification de la patrie est une fatalité historique, a répété le dirigeant chinois à l'occasion de ses récents vœux de Nouvel An. C'est ce qu'il avait déjà affirmé au président états-unien Joseph Biden lors de leur rencontre à la mi-novembre 2023 à San Francisco. Les propos de l'homme fort de Pékin n'ont pas dissuadé les États-Unis d'effectuer, en décembre 2023, une nouvelle vente d'équipements militaires à Taïwan à hauteur de 300 millions de dollars. De son côté, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, la Chine a considérablement resserré ses liens avec la Russie de Vladimir Poutine. Voici quelques jours, le gouvernement taïwanais a annoncé que l'île faisait face à des incursions croissantes de ballons d'observation chinois dans ses eaux territoriales du détroit. C'est durant mes années au Malawi, au début des années 90, que j'ai pu apprécier la qualité de la coopération taïwanaise en Afrique. À l'époque, ce pays d'Afrique australe avait d'étroites relations avec Taïwan. Durant mon séjour au Malawi, mon second séjour au Malawi, dans les années 2000, j'ai assisté avec tristesse à l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine populaire et à la rupture avec Taïwan. J'avais noué des relations amicales avec le docteur Daniel Lu, qui était à l'époque le chef de la coopération médicale taïwanaise pour l'Afrique. Nous sommes restés en relation, même si Daniel est rentré à Taïwan et moi en Corse. Voici quelques jours, il m'a appelé pour me parler des élections de samedi. Voici ce qu'il m'a dit. Hi, happy Sabah from Taiwan. How are you? This is Daniel. I'd love to say a bit for Taiwan this time. On January 13th, there will be a presidential and national legislature elections coming up. That'll be a Saturday, of course. The usual interference from across the strait, which is China, is stirring up as usual. You know, we get it every 2 years, national and local elections alike. The pro-independence, the Democratic Progressive Party, DPP, leading in the presidential race so far, but the outlook is murkier for the legislature ones because there are more local characters involved. So I would say it's a mixed prediction for now. J'interromps mon ami Daniel Lu pour traduire la première partie de son propos. Je le cite. « Bonjour Hervé, ça va? Depuis Taïwan, comment vas-tu? Je suis heureux de pouvoir dire quelques mots sur Taïwan. C'est Daniel. Le 13 janvier, il y aura des élections présidentielles et législatives. Ce sera samedi. Comme d'habitude, les interférences habituelles à travers le détroit, c'est-à-dire en provenance de la Chine, sont en train d'augmenter. Tu sais, ça se passe tous les 2 ans, car nous avons des élections locales et 2 ans plus tard des élections nationales. Les pro-indépendance, c'est-à-dire le Parti démocrate et progressiste, ou DPP, est donné favori pour les présidentielles. Mais le pronostic est plus sombre pour les législatives, car il y a des personnalités locales qui comptent. Donc, je donnerai une prédiction mixte pour le moment. So we just hope that there won't be extraordinary incidents during the election, before the election, of course. The usual tactic will be,
false news, fake news, and sometimes maybe a military maneuver to make it a little bit scary, things like that. But we just hope for the best, and let the Taiwan progress a bit further in the democracy. Thanks a lot to allow me to say a bit. Thank you. Merci beaucoup. Je poursuis la traduction. Nous espérons seulement qu'il n'y ait pas d'incident grave durant les élections. Avant les élections, la tactique habituelle va se dérouler, avec son lot de fausses informations, de fake news. Il pourra même y avoir des manœuvres militaires pour nous effrayer, des choses comme ça. Mais nous demeurons optimistes en espérant que Taïwan continue à progresser pour davantage de démocratie. Merci de m'avoir permis de dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci au Dr Daniel Lu d'avoir pris un peu de temps pour nous donner son opinion. Il occupe actuellement un poste important au sein du ministère de la Santé de la République de Chine, Taïwan. Depuis l'instauration d'un régime démocratique à Taïwan durant les années 90, la vie politique taïwanaise est dominée par un bipartisme de fait, opposant le parti progressiste démocrate, DPP, qui est indépendantiste, au Kuomintang, parti national. Le Kuomintang, c'est le parti le parti que dirigeait le généralissime Chiang Kai-shek et qui dirigeait toute la Chine avant 1949, avant de se replier sur Taïwan, et qui a été le parti unique jusqu'à l'instauration de la démocratie à Taïwan. Du fait de l'impossibilité de Tsai Ing-wen de se présenter pour un troisième mandat, son parti progressiste démocrate a procédé à une primaire afin de choisir son nouveau candidat à la présidence. C'est l'actuel vice-président, Lai Ching-te, qui, seul en lice, a obtenu l'investiture du DPP en mars 2023. Dans l'opposition, le Kuomintang, le Parti national, a choisi le 17 mai suivant Hu Yu-i, alors maire de Nouveau Taipei, l'une des plus importantes villes du pays, comme candidat. Le bipartisme taïwanais a cependant pris fin lors des élections législatives de 2020 qui ont vu l'entrée au yuan législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, d'un troisième parti, le Parti populaire taïwanais, TPP. En investissant son dirigeant, le maire de la capitale, Taipei, Ko Wen-je, le TPP fait de ce dernier le troisième homme de cette élection présidentielle de 2024. Ces trois partis sont également en lice pour le renouvellement du yuan législatif qui compte 100 sièges. Sans surprise, ce sont les relations avec la Chine continentale qui ont dominé les débats durant la campagne électorale. Depuis l'instauration d'une véritable démocratie dans l'île et surtout depuis l'émergence du parti indépendantiste DPP, le fossé entre le continent et Taïwan n'a cessé de s'élargir. La Chine continentale et l'ancienne Formose sont devenus deux pays totalement différents. De nos jours, les Taïwanais sont de moins en moins nombreux à rêver d'une éventuelle réunification avec la Chine populaire, car une telle réunification les priverait de démocratie. Ils préfèrent conserver leur système démocratique et leur liberté, quitte à vivre dans l'isolement international. Il convient de suivre avec la plus grande attention ces élections taïwanaises de samedi, ainsi que les gesticulations chinoises qui les entourent. Le risque d'une guerre qui pourrait devenir mondiale est bien réel, si Pékin se décidait à imposer une réunification en lançant une invasion militaire de l'île. En Corse, en tant qu'insulaire, nous devrions être solidaires avec ce peuple épris de liberté de cette île démocratique. Nous devrions même chercher à développer des relations économiques et culturelles avec Taïwan, plutôt que de chercher à nouer des liens douteux et honteux avec la dictature de Pékin, qui foule aux pieds les droits de l'homme, tout en opprimant les minorités ethniques et religieuses. En ce jour, j'ai une pensée toute particulière pour le peuple tibétain, le peuple ouïghour et le peuple de Hong Kong, qui continuent à subir
une brutale répression visant à effacer leur particularisme local. La Corse aurait beaucoup à gagner en nouant des relations avec Taïwan. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.